Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, premier épisode de notre podcast consacré à l'inconnu du Franois. Un mystère aussi profond qu'une forêt du Jura, une femme suppliciée dont la disparition ne semble émouvoir personne, et une enquête où la police technique et scientifique a joué un rôle majeur. Jeudi 15 décembre 2016, dans une forêt enneigée du Jura. Un groupe de bûcherons travaille sur un secteur qui appartient à la commune du Franois, située juste à côté. C'est un petit village de moins de 200 habitants, au cœur de la région des Lacs, sur les plateaux jurassiens, à 800 mètres d'altitude, dans le parc naturel régional du Haut-Jura, et pas loin des cascades du Hérisson. Cet après-midi-là, les forestiers s'affairent pour éclaircir une parcelle qui n'a pas été coupée depuis plusieurs décennies. 2 semaines plus tôt, ces hommes sont déjà venus au même endroit marquer les arbres. Ils n'ont rien noté de particulier, mais ont repéré un vieux spécimen qu'ils avaient prévu de revenir couper dans un endroit isolé, au milieu des bois, à une 50aine de mètres en contrebas de la départementale 39. Cette fois, alors qu'ils s'installent, le regard de l'un d'eux est attiré par ce qu'il pense être le cadavre d'un sanglier. Quelque chose qui dépasse d'un amas de feuillage et qui n'était pas là 15 jours plus tôt. Il en est certain. Le forestier s'approche et recule soudainement. Ce n'est pas le cadavre d'un animal qu'il vient de trouver, mais la main d'une femme qui dépasse du tas de feuilles. Il perçoit que la victime est dénudée, mais pas enterrée. Les bûcherons contactent la gendarmerie. À l'autre bout du fil, on leur dit de ne surtout rien toucher, de remonter sur la route et d'attendre leur arrivée. Les forestiers s'exécutent. Une fois sur place, les gendarmes de la compagnie de Lons-le-Saunier constatent que la femme est entièrement nue sous le tapis de feuilles. D'après eux, elle aurait entre 20 et 25 ans. Des techniciens en identification criminelle arrivent à leur tour. Le procureur se déplace et il saisit, en plus des gendarmes de Lons-le-Saunier, la section de recherche de Besançon. Parce qu'elle est nue et parce qu'on ne trouve pas de vêtements à proximité du cadavre, les enquêteurs pensent que le corps de la victime peut avoir été déplacé. Aucun signe distinctif apparent ne permet d'avoir une idée de son identité. Elle mesure environ 1,65 m, a des cheveux bouclés roux, apparemment teints, qui descendent jusqu'en dessous des épaules. Elle a un fin bracelet noir autour d'un poignet, aucun tatouage, l'oreille droite percée d'un trou, la gauche de 3. Damien, les enquêteurs n'arrivent pas vraiment à voir les traits de son visage. Et pour cause, parce que de traits, elle n'en a plus. Elle est défigurée par les coups qui ont été portés. Son visage ne ressemble plus vraiment à grand-chose. Il ne fait aucun doute pour les enquêteurs qu'elle a été tuée de manière particulièrement violente. Elle a le visage complètement fracassé, la mâchoire cassée, il y a des dents cassées. Les dents, c'est extrêmement dur. Donc il y a eu un déchaînement de violence sur cette pauvre fille. Le corps est envoyé, comme c'est d'usage, à l'Institut médico-légal de Besançon pour une autopsie. Il va falloir attendre quelques jours pour avoir des conclusions. Sur les lieux de la découverte du cadavre, il n'y a pas de traces de sang. Aucune trace de sang. On a dit qu'il n'y avait déjà pas de vêtements. L'absence de traces de sang, compte tenu des blessures qui sont celles de cette femme, c'est-à-dire des coups extrêmement violents portés au visage, plus d'autres détails qu'on retrouve sur la scène de crime, démontrent que si elle avait été tuée à cet endroit, il y aurait forcément eu ce qu'on appelle des épanchements sanguins importants. Donc on aurait retrouvé du sang sur des feuilles, sur la terre, et là c'est pas le cas. Donc le fait qu'elle soit nue sans vêtements et qu'il n'y ait pas de traces de sang autour, ça confirme l'hypothèse que cette femme elle a été tuée ailleurs et que le corps a été déposé ici ensuite. Une enquête pour assassinat est ouverte. Oui, parce que même si rien n'est confirmé en l'état par l'autopsie, on est certain, enfin les enquêteurs le sont, que cette femme, elle a été tuée, et donc l'ouverture d'une enquête pour assassinat, ça permet d'avoir des moyens importants en termes d'enquête, ça permet de faire tout un tas de recherches et d'écoutes téléphoniques, de plein d'actes d'enquête qui ne peuvent pas être faits dans d'autres cas. Simplement, personne
n'a déclaré pour l'instant la disparition dans la région d'une jeune femme qui puisse correspondre aux quelques caractéristiques dont disposent les enquêteurs. Le samedi 17 décembre, 2 jours après la découverte du corps, le parquet du Jura lance un appel à témoins national et ouvre un numéro vert pour tenter de recueillir des informations. Le lundi 19 décembre, l'autopsie est pratiquée et livre la description de la jeune fille. Elle mesure 1,67 m, pèse 57 kg. Elle était bien âgée d'une vingtaine d'années. Elle semblait avoir une bonne hygiène de vie, développe Jean-Luc Lenon, le procureur. Elle n'a jamais été opérée et n'a jamais eu d'enfant. Si l'autopsie ne permet pas d'identifier la jeune femme, elle donne cependant des indications importantes sur la manière dont la victime est morte. Ou plutôt, sur la manière dont elle a été tuée. On estime que le corps était dans la forêt du Franois depuis 4 à 8 jours. Sur le corps de la victime, on dénombre 26 plaies au niveau du flanc gauche et des cervicales. Elles ont probablement été causées par des coups portés avec un objet contondant, qui pourrait être un couteau. La jeune femme a également reçu de nombreux coups au visage. Soit des coups de pied, soit elle a été frappée avec un objet. En tout cas, avec une telle violence que l'ensemble de ses dents ont été cassées, et qu'on estime que ce sont ces coups qui l'ont tuée. Son visage est méconnaissable. Pendant quelques jours, les enquêteurs se demandent s'ils n'ont pas enfin retrouvé le corps de Narumi Kurosaki, cette étudiante japonaise disparue au début du mois de décembre à Besançon. Son ex-petit ami chilien, Nicolas Zepeda, est soupçonné d'avoir fait le trajet jusqu'en France pour la tuer, mais le corps de la jeune femme est introuvable. L'ADN du corps retrouvé dans la forêt est comparé à celui de Narumi, dont les enquêteurs disposent déjà. Et il s'avère que ce n'est pas elle. Dans le petit village du Franois, on ne parle plus que de ce meurtre. Les habitants ont la trouille, confie l'un d'eux au journal L'Est républicain. Même si certains ne le disent pas, on est tous sous le choc. Il fallait connaître l'endroit pour l'emmener ici, s'inquiète une habitante du Franois dans les colonnes du Parisien. Elle dit qu'elle ne dort plus, qu'elle a peur qu'il s'agisse d'un tueur en série. Un chasseur du coin poursuit en précisant qu'il ne croit pas à la piste locale. Il rappelle qu'à 3 km du Franois passe une départementale qui est un axe essentiel entre la France et la Suisse. Et si le tueur, comme la victime, étaient seulement des gens de passage dans le secteur? Damien, les enquêteurs n'ont plus beaucoup d'éléments pour avancer. Non, toujours pas d'identité pour ce corps, une enquête de voisinage qui donne pas grand-chose, en même temps l'endroit est extrêmement isolé. Donc une dizaine de jours plus tard, une cellule d'enquête spéciale est constituée à partir de membres de la section de recherche de Besançon, des gens de la brigade de recherche et du personnel du groupement de gendarmerie du Jura. Tous vont s'installer au même endroit, à Lons-le-Saunier, et ils vont tous travailler dans le même bureau jusqu'à nouvel ordre. En tout, ça fait 7 enquêteurs à temps plein sur cette affaire particulière. Leur premier travail, ça va être d'éplucher les 1330 fiches de personnes disparues éditées en France pour essayer de voir si parmi ces 1330 personnes dont on a déclaré la disparition, il y a un rapprochement possible avec l'inconnu du Franois. L'ADN de la victime ne matche pas non plus. Non, parce qu'évidemment, on a fait sur la scène de crime des prélèvements sur le corps, prélèvement d'ADN, logique, donc on fait tourner cet ADN sur le fichier national des empreintes génétiques. Il n'y a rien qui ressort, donc elle n'est pas connue, cette victime, au fichier national. Il y a un autre élément qu'ont récupéré les enquêteurs sur la scène de crime, les techniciens de scène de crime, ils ont récupéré un ADN masculin, au niveau notamment d'un pied de la victime. Il y a aussi du matériel génétique qui a été récupéré sous les ongles de la victime, mais tous ces éléments d'ADN, d'empreintes génétiques, ne matchent pas non plus au fichier national. Donc la victime pas connue au fichier national et les ADN masculins qu'on trouve sur le corps, ils sont également inconnus. Les enquêteurs vont alors utiliser une méthode très innovante. Ils vont procéder à un travail d'anthropologie. Alors, d'anthropologie criminelle en l'état, ce sont les gens de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui vont travailler à ce moment-là. En fait, pendant l'autopsie, on va réaliser un scanner en 3D du crâne de la victime. À partir de ce scanner, des anthropologues vont travailler. Ils ont 78 points, alors c'est un peu technique, on va pas faire un cours ici, 78 points qui permettent de reconstituer à partir d'une radio, d'un scanner, ce à quoi peut ressembler un visage, une forme de visage et surtout un nez. Donc ce travail il va être fait en laboratoire à partir de ce scanner du crâne de la victime et on va réussir à reconstituer en 3D un visage qui soit le plus proche
possible du visage de la victime, dont on rappelle qu'il a été totalement abîmé par les coups qui ont été portés dessus, qui le rendaient méconnaissable. À partir de ce même travail en laboratoire, on va pouvoir aussi travailler sur les cheveux. On a retrouvé des cheveux, on connaît leur longueur, alors on sait qu'ils ont été teints en roux, mais l'ADN ça permet aussi de trouver une couleur plus naturelle, c'est-à-dire avant une teinture. Donc tout ce travail de laboratoire, il va être très important pour essayer de donner un visage, tout simplement, à cet inconnu du Franois. Le jeudi 12 janvier 2017, un peu moins d'un mois après la découverte du corps, le portrait robot de la jeune femme est publié. Qui est la victime du Franois? Plusieurs semaines après la découverte du corps dans le Jura, cette femme reste anonyme. Les enquêteurs ont établi un portrait robot pour tenter de l'identifier. Il est diffusé par Interpol. Donc apparaît le visage d'une femme blanche, un teint plutôt blanc, des lèvres assez épaisses, un nez plutôt large, des yeux un peu tombants. C'est vraiment une prouesse technique qui permet aux gendarmes d'avoir l'espoir que cette image, qui va être donc diffusée assez largement dans la presse, puisse amener un témoignage et surtout puisse les mettre sur la piste de l'identité de cette femme. Parce que tant qu'on n'a pas son identité, l'enquête, elle ne peut pas avancer. Le dimanche 15 janvier, 3 jours plus tard, des témoins cités par le journal L'Est républicain affirment qu'ils ont reconnu sur le portrait une femme d'origine bulgare qui vit dans une voiture à Besançon, sous la coupe d'un mari violent. Le lundi 16 au soir, le procureur de la République de Lons-le-Saunier prend la parole pour contredire ces témoignages. Cette piste est une complète impasse, précise-t-il. Des vérifications ont été effectuées, elles ont montré que la personne décrite dans l'article est vivante. Excepté cette fausse piste, le portrait robot ne fait pas tellement réagir. Et malgré le fait que l'ensemble des données récoltées soit diffusé dans 18 pays européens, la publication de ce portrait n'est pas suivie des résultats escomptés. 1300 fiches de personnes disparues sont étudiées à la loupe, en vain. L'affaire s'enlise et l'inconnu du Franois reste non identifié. Au mois de novembre, tout s'accélère. À la faveur d'une collaboration entre les autorités suisses et françaises sur des affaires différentes, les enquêteurs suisses émettent une hypothèse. Au mois de décembre 2016, le mois où la femme non identifiée a été tuée et son corps découvert dans le Jura, une promeneuse suisse a fait une découverte étrange, de l'autre côté de la frontière. Alors qu'elle se promenait sur la commune de Sulins, à environ 80 km du Franois, elle a trouvé ce qui lui a semblé être une flaque de sang séchée, sur un chemin bétonné entre deux champs. La trace est assez importante pour que la promeneuse la prenne en photo et se rende à la gendarmerie vaudoise pour montrer l'image. Les gendarmes n'y prêtent d'abord pas beaucoup d'attention. Mais plusieurs mois plus tard, les proches d'une femme viennent déclarer sa disparition. Ils décrivent une prostituée, âgée de 18 ans, et qui n'a plus donné signe de vie depuis le mois de décembre. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire de l'inconnu du Franois. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.